Mesdames, messieurs, on peut officiellement vous l'annoncer. Ce sera un grand moment, un grand samedi soir pour mon ami Yohan Lennes. Tu seras à l'analyse du gala UFC sur nos ondes cette fin de semaine. Pat Côté, acteur de renommée internationale maintenant, est en tournage. C'est quoi, c'est en Équateur, je pense, qu'il est parti, ou en Bolivie, ou en Colombie, en tout cas en Colombie. En Colombie, ouais. En Amérique du Sud, bref. Comment tu te sens d'obtenir cette opportunité? Là, tu vas le remplacer, tu vas être avec Jean-Paul Eval en fin de semaine pour le FC 328. Je dirais honoré, je suis très content. C'est quelque chose que je convoitais dans un avenir, peut-être pas aussi rapproché, mais d'avoir l'opportunité de faire ça aux côtés de Jean-Paul et Valérie, c'est tout un honneur, ouais. Puis là, comment va ta préparation? Là, tu t'es préparé pour le podcast? Fait que là, j'imagine que là, tu vas être ultra prêt quand on va faire ce que je disais à ma copine, justement, c'est super agréable d'avoir le podcast le jeudi puis de pouvoir analyser le gala le samedi. Donc, non, ça va super bien. J'ai fait ça pas mal toute la semaine. Jumelé avec mon camp d'entraînement à moi. Donc, très occupé, oui. Ah ouais, exact. Ça chôme pas. Félicitations. Je suis vraiment content pour toi, mon chum. Merci beaucoup, Ben. Puis je sais que tu vas vraiment, vraiment très, très bien te débrouiller. Un gars qui travaille ultra fort, arrive toujours vraiment bien préparé. Puis tu es avec deux pros, Jean-Paul et Valérie en plus. Donc, l'UFC 328 avec Yohan comme analyste cette fin de semaine. Ne manquez pas ça. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Et oui, il en sera bien sûr question amplement de cette UFC 328 sous haute tension. Bien sûr, en raison de cette animosité entre Khamzat Chimaev et Sean Strickland. On va analyser ça sur le plan sportif, les combats principaux, un petit peu plus tard à l'émission. On va également revenir sur ce qui s'est passé du côté de Perth en Australie samedi passé. Quelle performance de Carlos Prates. Ça fait mal de voir ça. Oui, on se sentait pratiquement mal pour Jack Della Maddalena. Il n'y avait aucune solution du côté de GDM. Là. C'était vraiment difficile. Puis Prates qui était en plein contrôle. Là. Ah non, c'était une performance, d'après moi, la plus impressionnante de Prates à l'UFC. Il y en a eu des solides. Là, donc, ça vous donne une idée. Évidemment, comme d'habitude, les rumeurs et les actualités à la fin de l'émission. Mais tout d'abord, pas l'UFC, mais Samouraï, chapitre 19. C'est dans 2 semaines à peu près, le 29 mai au Casino de Montréal. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir à l'émission un des combattants qui sera sur cette carte du côté de Samouraï MMA, le jeune Antoine Chaput, un des beaux joyaux de l'organisation qu'on retrouve. Antoine, bienvenue au SOS Podcast. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Merci énormément de venir jaser avec nous. Peut-être on va apprendre à te connaître, bien sûr. Je le disais, ça va déjà être ton 7e combat à Samouraï, je pense. Donc, tu as vraiment grandi au sein de l'organisation. Tu es 6-1. Ouais, non, ça va être ton 8e. Voilà, tu as 7 combats déjà dans l'organisation. 24 ans seulement. Donc, avant de parler du duel là, en tant que tel contre le Chilien Gérald Morales, parle-nous de toi, ton parcours en arts martiaux mixtes, Antoine. D'où tu viens? Comment tu as commencé les arts martiaux mixtes? Parce que j'ai regardé quelques-unes de tes entrevues, notamment celle avec nos amis Lucas et Charles au 5e round, où tu disais que c'était pas nécessairement une ambition au départ là, de compétitionner professionnellement. Là. Non, pour moi, c'est juste combattre m'a trouvé dans le fond. Oh. J'ai essayé plein de choses et combattre, c'est ce qui a resté. Qu'est-ce que tu as essayé avant? J'ai fait du sport d'équipe, j'ai joué à la crosse tout mon secondaire. J'avais toujours fait quelques sports de combat, quoi. J'avais un petit peu lutté, un petit peu fait du grappling. Mais avant que le secondaire finisse, je savais pas qu'est-ce que... En fait, durant le COVID, j'étais un peu perdu. Puis dès que le COVID est terminé, j'ai retrouvé mon école, mon équipe. Et puis, je savais immédiatement que c'est ça que je voulais faire. Il y avait rien qui me rendrait plus heureux que poursuivre un objectif. Poursuivre les sports de combat. Hein. Il y a rien au monde que d'avoir un objectif qui est de combattre. Il y a rien qui compare à ça. Là. Je suis quelqu'un peut-être qui est motivé par le stress, là, un peu un objectif, un obstacle. Donc, si t'as pas ça devant moi, c'est plus dur. Donc, combattre, ça a été toujours comme une façon de me pousser d'aller plus loin. Un jour, peut-être, ça va être autre chose, mais pour l'instant,
Mais pour ceux qui te connaissent pas, Antoine, là, ça fait pas si longtemps que tu as commencé les arts martiaux mixtes. Là. Je veux dire, t'as fait un parcours amateur, mais t'as quand même eu une ascension assez rapide. Puis pourquoi je dis ça, c'est que moi, il y a 5 ou 6 ans, lorsque j'étais à l'UFC, je me rappelle d'avoir été faire un séminaire à l'école 360, puis toi, t'étais là, puis je me souviens de toi encore, puis t'étais même pas professionnel, puis je pense que t'étais même pas amateur, t'avais peut-être même pas fait de combat encore, puis de voir où ce que t'es en ce moment, pour moi, je trouve ça super motivant, je trouve ça super inspirant. Puis t'es 6-2, mais ton premier combat, tu te l'es fait voler, on va se le dire, là. Fait que ça, pour ceux qui le savent pas, moi, je l'ai vu de l'extérieur. T'as été te battre à l'extérieur, fight dans une autre organisation. C'était pas ici, puis je veux dire, c'était un beau combat, c'est un combat serré. Tu méritais ce combat-là, puis t'as eu un split decision contre un gros combattant de l'Ontario qui est Kevin Bastien. Donc, t'as été testé très jeune dans ta carrière, t'es 6-2, t'as vraiment des belles choses qui sont devant toi. Comment tu vois l'avenir? Comment tu vois ton prochain combat? Une victoire, ça t'amène à 7-2. C'est quoi la suite pour toi? Comment tu regardes ça? Disons la suite de ma carrière. Je suis jeune, comme tu sais. Je suis jeune dans le sport, mais je suis jeune aussi, j'ai 24 ans. Je veux combattre, je veux accumuler d'autres victoires, mais mon but premier, c'est développer de l'expérience, puis devenir meilleur, un meilleur athlète, un meilleur combattant, développer mes mains, mes pieds, mon grappling, tout, okay, pour éventuellement être prêt pour les plus grosses ligues. C'est vraiment ça. Donc, combattre, c'est la façon que je vais me permettre de me pousser, de viser plus haut, de continuer l'amélioration puis de m'entraîner. Mais ultimement, évidemment, je vise plus haut. Peut-être un jour la ceinture samouraï bientôt. Hein. Je pense pas qu'il m'en manque beaucoup. Puis évidemment, on a Dana White Contender qui est mon objectif en vue. Bon, déjà très ambitieux. Je veux revenir et je veux ton opinion là-dessus, Johan. Ce que tu as dit en premier, là, le combat m'a trouvé. C'est un peu la même chose pour toi aussi. Là. Oui. Quand tu entends un jeune comme ça dire c'est à travers ce sport-là que moi je vais canaliser ce que j'ai en dedans de moi. Comment moi, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Puis on le sent, on le voit qu'Antoine, ça semble être un combattant qui est très investi dans son sport, qui met tout autour de ça. Puis moi, je trouve ça beau de voir ça. Je trouve ça inspirant. Puis c'est vrai que ça ressemble à moi aussi. Puis de voir que tu as un aussi beau cheminement aussi. Tu as fait face à l'adversité, mais tu es encore là. Tu as une belle carrière devant toi. Tu sembles avoir une bonne tête sur les épaules. Fait que je trouve ça vraiment impressionnant. Antoine, tu parlais de la ceinture samouraï. C'est Mick Dufort qui l'a. Oui. Il sera en action. On a entendu parler de ça aussi dans le passé un petit peu. Exact, c'est là que je m'en vais. Là. Il va la défendre, cette ceinture-là, le 29 mai sur la même carte que toi. Il va être en grande finale. Des gens déjà demandent ou réclament un combat entre Antoine Chaput et Michael Dufort. Est-ce qu'on a quelque chose de prévu peut-être pour le 29 mai? Si tu gagnes ton combat, quand tu vas gagner ton combat, pas si. Quand tu vas gagner ton combat, peut-être un petit call-out? Ça, t'as raison. Quand je vais gagner mon combat... c'est sûr que j'aimerais ça avoir une ceinture en vue après. Mais on va pas se le cacher. Michael Dufort, c'est un gros adversaire. Mm-hmm. Michael Dufort aussi, il y a évidemment des gros objectifs dans la UFC. Puis honnêtement, je lui souhaite. Je lui souhaite qu'on a un autre Québécois dans l'UFC qui aille au Dana White, qui a sa chance, puis qui me laisse moi monter pour la ceinture après. Ça serait la suite logique. Honnêtement. Michael Dufort, c'est une grosse étape. Tout le monde le sait. Si je me prends contre lui, c'est la fin de mon samouraï. Hein. Si je me prends contre lui, il faut que j'aille plus haut, il faut que j'aille au Dana White. Mon avis, peut-être je saute une marche ou deux encore si j'y vais tout de suite, ok? Mm-hmm. Mais en tant que combattant, tu peux jamais dire non. C'est dur pour moi. Hein. Je veux toujours être prêt. Je me prépare toujours pour les plus durs combats. Puis en tant que combattant, je peux pas dire non. Mais je trouve ça très... dire non. Non, mais Antoine, c'est super mature comment tu parles. C'est super mature, c'est super intéressant de voir comment tu vois ça. Puis t'as totalement raison. Puis je vais te dire de quoi. T'en as pris des risques au début. Hein. T'as fait des combats quand même assez risqués. Des Kevin Bastien à ton deuxième combat professionnel, alors que c'est un gars qui avait beaucoup de l'expérience. T'as affronté des gros noms. T'as pris des gros risques. Tu t'es pris contre des Québécois, là. Exactement. Tu as été au local aussi. Par la suite, t'as affronté des gars invaincus de l'extérieur. Fait que je pense que, rendu où ce que t'es, c'est des très bonnes décisions. Puis c'est une très belle vision que t'as. Puis essaie de garder cette tête-là. Je pense que c'est tout à ton honneur.
Parle-nous, Antoine, de ton prochain duel le 29 mai. C'est Gérald Morales. Je le disais, il est 3-0 dans sa carrière. Moins d'expérience que toi. 3 soumissions. Donc, il semble avoir un penchant pour le grappling. Qu'est-ce que tu as vu de lui sur vidéo? À quoi tu t'attends pour ce duel-là? Ouais, c'est un grappler. C'est surtout un jiu-jitsu guy, là. Mm-hmm. Il va c'est sûr essayer de me grappler. C'est un gars qui va amener la bagarre un peu, là. Tu sais, ça va pas être autant le plus technicien de la gang. Mais c'est un gars qu'il faut que je fasse attention. Je pense qu'il va être quand même gros. Il va avoir ma taille, voire plus grand. Il va falloir que je fasse attention sur son striking, mais je pense que c'est un striking qui va m'être favorable. Je vais pouvoir le toucher. Je vais pouvoir... Faut juste pas que je me fasse coller contre la cage puis me faire tenir là 3 rounds. Je comprends. Parce que dans l'expérience, dans le passé, ça a coûté cher faire ça. C'est pour ça qu'il a dit ça, mais c'est une bonne note à faire, là, de tout de suite sortir de la cage quand on est pris dedans. Oui, ça va être un... Ouais. Je pense pas que ça va m'arriver encore. Exact. On apprend nos erreurs, hein. C'est vrai dans le combat, c'est vrai dans la vie. Et j'imagine que tu as travaillé avec Marc Beauchamp, ton coach, beaucoup sur la lutte également et sur cet aspect-là. Parle-nous un peu de lui, parce que même chose quand j'écoutais tes entrevues que tu as données, tu parlais avec beaucoup d'admiration là, de ton coach, Marc Beauchamp, qui t'a amené... En fait, c'est un peu lui, si je comprends bien, qui a vu ton potentiel et qui t'a convaincu de passer à combattant actif là, plutôt qu'un gars qui allait au gym simplement pour l'entraînement. Là. Ouais, ben Charles Jourdain, c'est ça qu'il avait mentionné aussi, c'est que lui-même aussi, c'était un peu la même chose. On a tous besoin d'un mentor, de quelqu'un qui voit notre potentiel en premier. Pour moi, c'était clair. Moi, j'ai commencé mes combats, j'étais juste là pour m'amuser, j'étais là pour apprendre. En fait, genre, comme tout homme, a nécessairement envie d'avoir le contrôle, de se sentir fort et tout. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'aimais pas la sensation de pas être capable de me défendre, donc fallait que j'apprenne. Mm-hmm. Et j'ai jamais arrêté. J'ai toujours adoré ça. Et pour mon coach Marc, depuis le début, ça a été lui qui m'a poussé dans ça. Puis encore aujourd'hui, évidemment, on apprend tous les jours là, mais c'est avec lui que je voyage, qu'on s'en va à Québec une fois par semaine, qu'on s'en va à Sherbrooke, qu'on s'en va n'importe où trouver des training partners. Il est toujours avec moi, il est là partout. Où est-ce qu'on s'en va? Que ça soit à Toronto, que ça soit aux US. Je sais que je peux compter sur lui à 100% toujours. Il sera dans mon coin. Toujours. Je dirais que même lui, les arts martiaux sont encore plus dans sa vie que moi. Mm-hmm. Lui, il fait que ça de sa vie, donc... Puis, je sais même pas s'il a pris une journée de congé depuis les années que je le connais. Votre équipe à 360, ça semble bien évoluer. Il semble avoir... Moi, je me promène beaucoup dans les galas amateurs avec mon équipe Académie Connexion, puis je vous vois, on voit que vous avez beaucoup de combattants amateurs qui se développent. Sachant que, tu sais, toi, le Tristar, c'est peut-être pas une porte qui est accessible pour toi, vu qu'éventuellement, il va y avoir des combattants que tu vas affronter dans le passé. Tu réussis à bien... te structurer puis t'entourer de bons partenaires d'entraînement, puis tu sais, ça semble bien fonctionner malgré tout. Là. Peux-tu nous en parler un petit peu de ça, ton camp d'entraînement, tes coéquipiers, tes partenaires d'entraînement, parce que tu dis justement que t'es porté à te déplacer à Sherbrooke, à Québec et tout, donc es-tu en mesure d'avoir une équipe assez complète autour de toi? Moi, je pense que oui. Un jour, peut-être qu'un jour, je vais être au Dana White, peut-être que là, les portes au Québec vont être complètement ouvertes. Mais je pense pas qu'il faut fermer les portes d'adversaires futurs québécois. Donc, il faut s'entraîner ailleurs. Moi, je pense qu'évidemment, Michael Dufort, je veux dire, je peux pas m'entraîner avec lui encore. Mais peut-être un jour, je vais pouvoir. Mm-hmm. Quand ça arrive. Parce qu'il est dans mon chemin encore. Donc, il faut que je m'entraîne autour. Puis, c'est pas par manque d'entraînement, là. On s'entraîne au nordique. C'est ça, je m'entraîne au nordique. On fait le chemin de Québec comme une fois par semaine là, ou aux 2 semaines. Faudrait venir chez Académie Connexion bientôt, Antoine. Là. On pourrait bien sûr. Venir donner des trucs à mes élèves. Là. Pas trop loin. En plus, Saint-Hubert, Saint-Amand. Non, t'as raison. Il y a 2-3 ans, c'était moi qui donnais des trucs. Là, c'est toi qui vas venir donner des trucs à mes élèves. C'est ça qui va se passer. Là.
T'as raison. Moi aussi, je suis coach à mon club aussi, donc je suis là dans les coins, donc très cool ça. de tous nos combattants. Puis bien sûr, on a été en face de l'autre une couple de fois. Hein? Ouais, c'est très cool. Des fois, j'ai un combattant qui combat, puis là, je vois l'autre bord. Ah, c'est Antoine, leur coach. Bon, c'est l'équipe de 360, mais on a toujours beaucoup de respect. C'est toujours très agréable. Ben oui. Antoine, on a déjà pris assez de ton temps. Merci énormément, Antoine Chaput. Donc, tu vas affronter Gérald Morales le 29 mai prochain au casino à Samouraï MMA 19. Merci énormément. Puis tu reviens quand tu veux. Et on se reparle peut-être après ta victoire. Et qui sait, en vue d'un prochain combat pour la ceinture, que ce soit contre Mick Dufort ou un autre, si Mick obtient finalement sa chance à l'UFC. On va lui faire écouter ton entrevue puis ce que tu as dit de lui. Là, je suis sûr qu'il va être très... Il va apprécier tout le respect que tu as pour lui. Là, je suis certain. Merci, Antoine. À bientôt. Merci, salut, Antoine. Salut. Alors voilà, Antoine Chaput, une bonne tête sur les épaules. Ouais. Quand même, effectivement. Mais c'est bon, parce que c'est vrai, et avant de passer à notre prochain sujet, juste conclure là-dessus, c'est difficile des fois pour Daniel Lafont de Samouraï d'organiser des combattants, parce que les gars du Québec veulent souvent pas s'affronter. Ouais. Parce qu'ils se sont croisés dans le gym, parce qu'ils se connaissent, c'est un petit monde, hein, tout le monde connaît tout le monde. Ça semble pas être la politique d'Antoine et de Team 360. Là, eux sont prêts à affronter d'autres combattants québécois pour gravir les échelons. Là. Et donner des bons combats aux amateurs aussi. Ici. Oui, puis tu sais, si on peut donner quelque chose à l'équipe de Team 360 puis Marc Beauchamp, c'est ça. Là. C'est qu'ils sont capables de, dans le respect, être capables de se tenir à l'écart pour que le MMA reste actif. Parce que sans ça, ça serait difficile de faire des combats locaux. C'est tout le temps compliqué de faire venir des gars de l'extérieur. Ça coûte plus cher. Les gars veulent pas venir, ils demandent plus de bourses, toutes les dépenses d'hôtel, d'avion et tout ça. T'sais. C'est déjà très difficile pour le MMA. Donc, c'est sûr que ça prend des gars comme Antoine Chaput qui sont prêts à faire des combats internes. Ouais. Alors voilà, 24 ans, un des beaux joyaux de l'organisation Samouraï. C'est Antoine Chaput. UFC Perth, c'était la semaine passée, samedi matin. Donc, ceux qui ont regardé ça en direct avec le petit café, c'était très agréable. Ouais, exact. On le prend. Surtout qu'on est rendu des petits papas. Là, donc je suis complètement d'accord. Les galas du soir, des fois, c'est trop tard pour nous. Moi, la vérité, là, c'est qu'à 5h, j'étais debout. Là. 5h AM, avec ma fille, j'écoutais ça. J'ai manqué les 3 premiers combats, puis j'écoutais tout le reste. Fait que j'étais très heureux, moi, dimanche matin. Là, je te reconnais. Samedi matin. Là, je te reconnais. Carlos Prates n'a fait qu'une bouchée de Jack Della Maddalena. Moi, c'est un combat que j'attendais, que j'avais vraiment hâte de voir. Je savais pas du tout. Au niveau des prédictions, là, on en a parlé la semaine passée, on se disait c'est relevé, là. C'est 2 excellents strikers. Tabarouette, Prates a amené ça à un autre niveau. Il a découpé complètement Jack Della Maddalena. Les coups de pied dans les jambes, ça a été une stratégie. Tu sais, je pense que JDM, c'est un gars qui met beaucoup de poids sur sa jambe avant. C'est un style de boxe. Ces coups de pied dans les jambes-là, dans la jambe avant, ça l'a complètement cassé. Au mollet. Les coups de pied au mollet. Derrière le genou, le nerf derrière le genou. Là. Les coups de pied au mollet, les coups de genou. Les coups de genou dans l'abdomen. Linéaires, dans l'abdomen. Jack Della Maddalena, il se penche énormément la tête. Il est très hermétique, très dur à toucher. Par contre, dur à toucher quand on boxe. Mais un coup de genou qui rentre dans le milieu, je veux dire, tu peux pas te défendre ça avec tes mains. Le muscle de la jambe, l'impact est beaucoup trop puissant. Puis on l'a vu, ça l'a déstabilisé complètement JDM, qui était pas capable de rentrer à l'intérieur, de trouver une solution pour couper la distance et lancer ses combinaisons, parce que c'est ça qu'il fait bien. Il rentre à l'intérieur, lance une combinaison, et le dernier coup de 3 ou 4 coups va toucher. Mais là, il était jamais capable de faire ça, payait le prix énormément quand il rentrait. Là. Tu disais tantôt, on se sentait presque mal pour lui, c'est que plusieurs, à sa défense, et crédit à lui, il y en a plusieurs qui auraient été mis KO avant le 3e round. Ça s'est finalement terminé au 3e round. Donc, il a enduré la douleur le plus longtemps qu'il pouvait, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, chapeau, plan de match de Prates avec ce qu'on a parlé, coups de pied dans les jambes, les coups de genoux, ça a trouvé la cible. Et aussi les mains très basses. Et Prates l'expliquait par après, il dit « JDM a lancé des coups, j'ai été touché en début de combat, et je sentais que j'étais capable d'encaisser sa puissance. JDM, c'est un gars qui a beaucoup de KO, mais c'est un gars qui c'est en volume qui va les chercher. C'est pas nécessairement un gros coup de poing, c'est qu'il est très précis avec ses frappes, très chirurgical, et c'est au volume. Donc la puissance n'a pas Della Maddalena n'a pas semblé ennuyer Prates en début de combat. Il s'est dit, je peux aller les mains basses maintenant. Et le fait d'avoir les mains basses aussi, on voyait pas ses coups venir. Là. C'était vraiment un angle particulier. Puis JDM était complètement sans réponse à ça. Là. Complètement. Puis on sentait, comme tu l'as dit, moi j'aurais pensé que la force de frappe aurait été du côté de JDM.
Ah ouais, mais c'était pas ça, là. On sentait que Prates frappait beaucoup plus fort. Et même dans son jab direct, il envoyait le jab direct, comme tu l'as mentionné, ça partait des hanches. Puis quand il touchait, même si JDM avait la garde haute, ça faisait du dommage. On sentait qu'il brisait sa garde. Donc, JDM qui a pas été capable de se faire respecter du tout, et Prates qui a... Puis le point que je voulais amener, c'est que on disait que c'était un combat qui faisait mal. Prates a découpé JDM. On a entendu pour la première fois Jack Della Maddalena au 3e round, je veux dire, gémir. Il se battait, puis il gémissait. Puis quand il est arrivé dans son coin, il a fait un gémissement comme ça, puis son coach il a dit non, je veux pas que tu commences à montrer ta douleur. Mais ça fait juste démontrer à quel point ça devait être douloureux, là, tu sais, il pouvait plus mettre de poids sur sa jambe. Ces coups de pied-là, on l'ont tué carrément. Là. Ah mon Dieu, ça devait être terrible. À la fin du 2e, il a été sauvé un peu par la cloche parce que juste dans les dernières secondes du 2e round, gros coup de pied, il s'est retrouvé sur le derrière. Tu le voyais dans son visage, là. Il serrait les dents, il disait, ça, là, ça fait mal. Ah non. Puis on voyait dans son visage que lorsqu'il se le relevait, il se disait, pas encore, faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne. Donc, très difficile. Mais de l'autre côté, Prates, wow. C'est ça, gros crédit à lui, là, son équipe. Quelle performance complète. Puis JDM, qui revenait de perdre sa ceinture, mais qui avait la ceinture, qui était champion. Là, non, 100%. Est-ce que ça te fait dire que Prates est le prochain en lice pour... lui, il l'a dit, là, il dit, bon, on s'attend à ce que ce soit Ian Gary, qui a battu Prates il n'y a pas si longtemps, mais ça a été assez relevé. Surtout que Prates a commencé le combat en retard, puis il a réussi un retour ensuite. Il a juste manqué de temps. Donc, c'est normal que Gary soit devant Prates. Là, maintenant, Gary est classé 1, Prates 2. Ouais. Tu vas dans le classement derrière Makhachev. Donc, Makhachev contre Gary, on pense quelque part au mois d'août. Et par la suite, Prates contre le gagnant, c'est logique? Ça pourrait être une bonne option, oui. Parce que là, je veux dire, Prates nous a démontré qu'il était plus que dominant, offre des performances spectaculaires, finit les combattants, je veux dire... C'est 7 KO. Il est 7-1 à l'UFC, 7 KO dans ses victoires, 7 bonnies. Puis c'est pas contre... C'est calibre Justin Gaethje, là. Ce nombre de bonnies-là. C'est très spectaculaire, oui, en effet. Et surtout, si on voit le nom, là, des Edwards, des Neal, c'est tous des gros combattants. Oui, exact. Il les a terminés là, il se paye un 2e champion de suite, c'est vrai. Là, il a battu facilement Leon Edwards, ancien champion. Battu facilement JDM, ancien champion. Hey, ça commence à faire un bon CV. Oui, clairement. Et la ceinture des mi-moyens, j'ai écrit malédiction ici dans mes notes, là, parce que ceux qui l'ont détenu, à part Georges, Kamaru Usman, qui l'a jamais perdu, Kamaru Usman, qui a eu une longue séquence, mais quand il l'a perdu par la suite, ça a été plus difficile. Mais écoute ça. Okay. Johnny Hendricks, après avoir perdu la ceinture, 2-5, a fini sa carrière à l'UFC sur 2 victoires, 5 défaites. Usman est parti sur une séquence de 3 revers après avoir perdu le titre. Tyron Woodley, 0-4 après avoir perdu le titre, quitté l'UFC. Leon Edwards est sur une séquence de 3 défaites. Belal Mohamed est sur une séquence de 2 défaites, comme JDM. Et Robbie Lawler, avant de quitter l'UFC, après avoir perdu le titre, 2-5. Ben moi, ce que ça me dit, là, c'est que ça me dit que la catégorie des 170 livres, c'est une catégorie qui est énormément relevée. Incroyable. Ça l'a toujours été ça. À chaque fois, chaque année, il y a des nouveaux combattants qui arrivent dans les mi-moyens, puis ça démontre à quel point Georges Saint-Pierre a été dominant dans son époque pour pouvoir faire autant de défenses de titres, puis on voit le déclin de tous les autres anciens champions, là. Mon top 4, là, mon top 4 à 170 livres. Makhachev, Gary, Michael Morales. Carlos Prates. Shavkat Rakhmonov. 20-0. On n'a pas oublié, là. 19 victoires avant la limite. Il va revenir, là. Ben, j'ai hâte, là. Il va revenir. Mais là, j'ai dit 4, là, top 4, c'est top 5, en fait. Là, parce que, malheureusement, Rakhmonov, absent depuis tellement longtemps qu'il est même plus dans les classements. Alors que d'autres personnes ont été absents beaucoup plus longtemps et qu'ils sont restés. Mais bref, c'est un autre débat. Ouais. On parle de catégorie relevée. C'est tout simplement incroyable, cette catégorie. Quillan Salkill, dans demi-finale, a battu Benil Dariush, comme on s'y attendait. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine passée, on avait peur pour Dariush. Ça a été le cas. Il a tenu son bout pendant 3 minutes. Il a essayé. Il s'est collé après Salkill. Il a essayé de touché. Il l'a touché, c'est vrai. Il l'a même envoyé il l'a surpris, c'est vrai, avec un jab. Il l'a surpris. Il a essayé. Pendant 2 minutes, il y a eu une tempête. Puis on n'a pas su c'était qui avait l'avantage. Mais c'est toujours ça avec Salkill, on dirait.
les 2-3 premières minutes, on se demande, il est-tu dans le combat, il est pas dans le combat, puis là, à un moment donné, il nous sort quelque chose de son chapeau, puis, tu sais, il domine complètement. Mais moi, je dois avouer que dans les deux premières minutes, j'ai eu peur pour lui. Je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que Darius qui va nous sortir quelque chose de spectaculaire? Mais non, finalement, qui reste dominant. Je pense que ce qui fait en sorte qu'il est aussi bon, c'est qu'il est vraiment dominant, autant au sol que debout. Il est complet, dans les deux sphères du combat, il est excellent, donc ça devient dangereux. Ben oui, parce que, oui, effectivement, c'est vrai que Darius a réussi une petite combinaison qui a un peu... Ouais, ébranlé. Ébranlé, tu sais, c'est ça. Il l'a comme pas vu venir. Il a été ébranlé, Salkeld. Tout de suite, Darius s'est rué sur lui, mais belle défense, belle présence d'esprit de Salkeld de justement laisser passer la tempête, de bien défendre contre le grappling, les amener au sol. Darius était plus gros que Salkeld. On le voyait. Darius semblait un peu plus gros que Salkeld, je trouvais, donc, mais a vraiment réussi, c'est ça, à bien sortir du clinch puis à placer des coups phénoménales. Et c'est un gars qui peut te sortir, un peu comme Prates. Ouais. Des coups de pied, des coups de genoux. Ses combinaisons avec ses points sont imprévisibles. Sont assez spectaculaires. Là. Il a fini ça avec vraiment de gros coups, puissance et précision, là, quand c'était ça là, en fin de semaine. À mes yeux, c'est pas un énorme... à ce stade-ci de sa carrière de Darius, là, il est sur une séquence de 1 et 4. On parlait des gars vieillissants qui ça va pas super bien. Là. Darius, je trouvais que, on le disait, là, qu'il s'en va à l'abattoir. C'était ça mon idée avant le combat. J'ai un peu gardé ça en tête après avoir vu la performance. J'ai hâte de le voir à son prochain combat parce que là, il rentre dans le top 15. Ouais. Là, il est installé là, 12e maintenant. Puis là, il a demandé Mateusz Gamrot. Gamrot, ça va plus ou moins bien, gang-père. Mais on le sait qu'il est ultra talentueux aussi à 155 livres. Donc, ça pourrait être un combat intéressant. Et puis Gamrot va certainement répondre à l'appel parce que Salkeld commence à avoir un bon nom. Ça sera un combat très relevé. Puis c'est pas du genre à dire non, on le sait. Là. Non, exact. Tu veux freiner l'ascension du jeune, mais Salkeld à la maison, si Della Maddalena devant les siens, c'est un peu écroulé, au moins Salkeld, qui venait aussi de pas loin de Perth, a réussi à gagner devant les siens. Tout comme Steve Erceg, un gars de la place, qui a battu Tim Elliott par décision unanime. Ça a été pas facile, là. C'est juste que Elliott essayait beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il essayait bien des affaires. Avec peu de succès, alors que ce que Erceg faisait, c'est-à-dire du striking, il le faisait très bien, très précis dans ses attaques. Tu sais, Elliott, il a réussi quelques amener au sol. J'ai pas les statistiques devant moi, mais il faisait rien. C'est comme s'il laissait Erceg se relever. Il voulait pas lutter. On dirait qu'il voulait juste marquer des points. Il était là pour donner un show. Il s'est dit, OK, non, on va le laisser se relever. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme ça que tu gagnes des combats. Là. En tout cas, ça a été ma perception. Je suis complètement d'accord avec toi, Ben. J'ai pas l'impression que Elliott a essayé de terminer le combat. J'ai l'impression que c'était comme un sparring pour lui. Il avait du plaisir, il bougeait, il était énergique. Mais du côté de Erceg, on avait une stratégie. On était technique, on se faisait pas toucher, on touchait, on se déplaçait. On s'est fait surprendre avec quelques amenés au sol, mais on a bien répondu, on s'est relevé super rapidement. Je trouve que c'est un beau combat. Honnêtement, c'est plate ce que je vais dire. Mais Tim Elliott qui est un petit peu plus sur la fin. Erceg qui a encore je pense qu'il y a encore des belles années devant lui. 30 ans, je pense qu'il est. Oui, exactement. Il y a encore des belles années devant lui. Je pense que c'est un combat parfait pour Erceg de reprendre la confiance, d'avoir repris son timing un petit peu, sa distance, de s'être bien déplacé, peut revenir, là, une belle victoire, peut revenir tranquillement sur le chemin de la victoire puis aller chercher. Là, c'est ça, il était en combat de championnat du monde assez tôt contre Pantoja. Ouais. A perdu 3 défaites, une séquence de 3 défaites là-dedans. Là, il est sur 2 de suite. Là, fait que là, il remonte la pente tranquillement. Ça, donc, belle performance pour lui. Là. Marwan Raiki, c'est un jeune Marocain. Il affrontait Ali Schmid, un gars de City Kickboxing, qui est arrivé un peu à la dernière minute. Je pense que le moment était un peu grand pour Schmid. Là. C'est ça, remplaçant de dernière minute. Haut sur la carte en plus, devant son public. Et Raiki, on le voit qu'il y a du talent. C'est un jeune combattant à 145 livres. C'est la nouvelle génération, hein, c'est des gars qui... C'est des gars que ça semble facile, en fait, là, pour ces gars-là. Un talent brut qui reste un petit peu à peaufiner, peut-être, mais il a fini ça au premier round, ça a été vite fait, bien fait. Là. Ouais, c'est des combattants qui sont tellement dynamiques, énergiques, qui arrivent, on dirait, avec une certaine aura. On a l'impression que ça fait même pas 10 ans qu'ils font ça.
qui ont commencé il y a 5 ans, qui sont tellement talentueux que c'est inné chez eux. Mais il y en a de plus en plus des combattants comme ça. Je pense, entre autres, à celui qui va faire la finale, Van, qui est comme arrivé un petit peu sur un cheveu, ça soupe. Puis là, il est quand même très dominant, puis il tire bien son épingle du jeu. Donc, ça me fait beaucoup penser à ça. Va être à surveiller, par exemple, 11 victoires, aucune défaite. Là. Un gros prospect. Là. Beaucoup de KO également. Il avait cassé la mâchoire de son adversaire à son dernier combat à l'UFC avant celui de cette fin de semaine. Il affrontait un Anglais. Puis l'Anglais a dû abandonner. On parlait de courage. Là. Cette année, il a juste dit « Je peux plus continuer, j'ai la mâchoire déboîtée. » Mais il est jamais tombé. Ouais. Donc, t'es trop courageux puis trop tolérant pour ton bien. C'en était un bon cas ici. Brando Pericic, chez les lourds, a battu Shamil Gaziev par KO au deuxième round. On le voyait, Gaziev a essayé de lutter avec un peu de succès au premier round. Mais quand Pericic a commencé à toucher les mains lourdes... ça a commencé à être difficile. Là. Ouais. Ça allait vite. Puis une belle boxe de Pericic, pardon. Une belle boxe parce que, comme tu l'as dit, il a bien défendu les amener au sol. Puis quand il s'est mis à toucher, ça touchait avec beaucoup de précision et beaucoup de puissance. C'est un gars qui a énormément de KO. D'ailleurs, il est 3-0 à l'UFC, 3 KO. Et il passe dans le top 15 lui aussi chez les lourds, 15e. Et rapidement, une 6e défaite, peut-être pas 16e, une 6e défaite de suite. On va espérer qu'on se rendra pas à 16. J'espère que non. Il a perdu contre Louis Sutherland, un combat... C'est parce qu'il s'est fait dominer. Là, c'est ça, il s'est fait dominer à son dernier combat, il s'est fait dominer à celui-ci. Il n'y a pas de cardio. Mais il y a juste une grosse main droite, mais il n'y a aucune technique. Bam bam, là, ça a été le fun pendant le temps que ça a duré. Quand il réussit à connecter, c'était cool, mais... tu vas-tu garder ce gars-là juste pour des cartes en Australie une fois ou deux par année, parce qu'il est drôle? Je suis d'accord. Non, Puis il s'est fait dominer debout, là. C'est pas comme si c'était parce que... OK, c'est parce qu'il s'est fait amener au sol. On le sait, Bam Bam, il est pas super bon au sol. Non, il s'est fait dominer debout aussi, là. Fait que peut-être que pour sa santé, ça serait mieux là, que Tuivasa, on le mette de côté. Exactement. Mais c'est ça, les lourds. Il n'y a pas énormément de combattants et on a besoin de gars comme ça un petit peu pour remplir les cartes parfois. Donc voilà pour cette UFC Perth, très belle carte. Et ça se poursuit cette fin de semaine à l'UFC 328. On revient en Amérique, à Newark, au New Jersey. 19h, carte préliminaire sur les ondes de TVA Sport 2 et 21h pour la carte principale sur Indigo, donc à l'achat. En grande finale, Khamzat Chimaev contre Sean Strickland. Championnat des poids moyens. Le champion est Chimaev, première défense de titre qu'il a acquis l'été dernier contre Dricus du Plessis. Strickland, un ancien champion de cette catégorie-là, tente de récupérer son titre. On en a parlé amplement la semaine passée de cette animosité entre les deux. La sécurité a été vraiment renforcée. Là, on enregistre jeudi. Là, il est 15h présentement. Là. La conférence de presse, c'est tantôt à 5h. Ça va être le premier face-à-face entre les deux. On a évité toute altercation. On a annulé des shootings photos communs. On n'a pas voulu que ces deux gars-là se rencontrent parce qu'il y a eu des commentaires quand même assez intenses. Je vais surveiller ça, moi, le premier face-à-face, là, celui d'aujourd'hui, là, parce que on veut pas que ça déborde. Il va y avoir des bodyguards au pied carré. Là. Écoute, c'est d'un côté, Khamzat Chimaev, chaque combat est spectaculaire, chaque événement est grandiose. Puis de l'autre côté, Sean Strickland, qui est le personnage le plus controversé de 100%. L'UFC avec ses propos, avec ses actions aussi. Les deux se sont déjà entraînés ensemble en plus. Il y a des liens qui se sont créés. On dirait qu'il y a quelque chose qui a été brisé entre les deux. Les deux s'en veulent. Les deux... apparemment, ça vient du fait que quand on se parait les deux, que ce soit Extreme Couture ou UFC PI, c'est évidemment Chimaev. Et je suis pas sûr qu'à cette époque-là, Strickland, c'était pas le champion. OK. Et Chimaev, qui était peut-être encore chez les 170 livres ou qui venait de monter chez les 185, dominait contre Strickland. Puis Strickland avait dit à son coach, Eric Nixick, il s'en était pris à son coach de dire « Pourquoi tu me mets contre ce gars-là? T'es le pire coach au monde, là, de mettre le champion contre ce gars-là. Pourquoi tu veux saper ma... » Il l'a pas pris. Là. Il l'a pas pris, puis il l'a dit. Puis Chimaev a trouvé ça bien drôle, puis il est allé s'en vanter, lui, après, là, qu'il avait dominé Strickland en sparring. Là. Ça part de là. Tu sais, ce qui se passe... Il y a une règle non écrite, puis tu le sais mieux que moi. Ouais, ce qui se passe dans le gym, ça reste dans le gym. Ça reste dans le gym. Exact. Chimaev a pas respecté cette règle-là, puis Strickland, lui, il n'est pas de genre à se laisser manger la laine sur le dos. Là. Non, exactement. Puis moi, j'ai hâte de voir parce que, bon, ce que je vais dire là, moi, j'ai côtoyé les deux, j'ai vu les deux face à face. C'est pas le même homme, c'est pas la même personne. Chimaev est fait très grand, mais il est pas fait si costaud que ça. Okay. Il est fort physiquement, c'est un monstre. Strickland, c'est tout un monstre. C'est tout un homme. Il est grand, il est gros, il est fait large. C'est un pan de mur. Il
T'as l'impression qu'il est 6 pieds 4, 230, 240 livres. Tandis que Chimaev, de l'autre côté, oui, il est fait grand. Fait que moi, j'ai hâte de voir, c'est là que ça va se passer. Ça va être au niveau du corps à corps, au niveau de la force, mais surtout au niveau de la durabilité. Parce que Strickland est habitué de faire des 5 rounds. Il y a du gaz. Tu l'as jamais vu manquer d'énergie. Chimaev, si ça passe le premier puis le deuxième, ça va être difficile. Je vous le dis, ça va être difficile parce que Burns, là. Il a fait 5 rounds contre Duplessis, mais c'était 5 rounds où il était couché sur le dessus. Il était couché sur un punching bag, là. Ouais, je veux dire, c'était pas pareil. Puis, non, mais, on a vu Duplessis qui a eu beaucoup de difficultés. Hey, 500, il y a eu 500, parce que j'ai fait mes devoirs cette semaine. Il y a eu 552 coups qui ont été lancés pour Chimaev. C'est un record contre Duplessis, là. Tu sais, au sol, ça a été l'enfer, là, ce combat-là, là. Donc, fait que moi, j'ai vraiment hâte de voir Strickland contre Chimaev. C'est intéressant comme combat. Est-ce que Strickland va être capable de défendre les amener au sol? Passe-t-il le premier round? Passe-t-il le premier round? Avec la sueur, avec l'énergie, ça sera pas facile pour Chimaev. Moi, je donne des chances à Strickland que les gens Oui, pensent. complètement. Moi, je pense que si Sean Strickland passe le premier round, peut nous surprendre. Il est 15-0. Khamzat Chimaev, 6 victoires par KO, 6 par soumission, donc 12-15 au niveau des victoires avant la limite. C'est ça. On peut se rappeler sa victoire dominante contre Robert Whittaker, l'ancien champion. Là. Ça l'a pris une minute, il lui a cassé la mâchoire avec un étranglement arrière. Donc, c'est là qu'on se dit que c'est un animal différent. Mais Sean Strickland nous a toujours montré qu'il était capable de... Parlant de ça, tu t'en parleras à Valérie en fin de semaine quand tu la verras de Khamzat Chimaev. Tout a dit, il n'est pas si imposant que ça. J'ai entendu parler de lui qui levait Gustafsson. C'est ça. Elle est allée, elle nous a déjà raconté cette histoire-là. Oui. Elle est allée s'entraîner en Suède à l'époque où Chimaev était là avec son conjoint de l'époque, qui était un combattant aussi. Puis c'était avant que Chimaev soit connu. Là. C'était un genou. Là. Puis elle est arrivée là et elle a dit, c'est qui ce kid-là? Il était physiquement plus... C'était le meilleur du gym, là. Ouais. C'était le meilleur du gym en sparring au niveau du corps. Il est très grand. Tout ça. Il est grand. Alors qu'il y avait, je sais même pas s'il y avait 20 ans, là, tu sais. Ouais. Elle a dit. Puis là, quand je l'ai vu, après ça, arriver à l'UFC, puis dominant de la sorte, j'ai dit, OK, c'est le kid que j'ai vu il y a une couple d'années en Suède. Tu sais, à ce moment-là, elle savait même pas son nom, puis elle se rappelait qu'elle avait été ultra impressionnée par lui. C'est un phénomène. C'est un phénomène, puis on le voit en ce moment. Là, il s'entraîne là, dans le coin de Miami ou en Californie, pardon, je suis pas trop sûr. Avec Rocknoll. Luke Rockhold en Californie, probablement. Oui, en Californie, ouais, avec Luke Rocknoll. Puis il y a plein de partenaires d'entraînement, puis il est dominant. Là. Il fait mal aux gars. Puis les gars, ils le disent. Puis ils trouvent ça difficile de s'entraîner avec Chimaev. Donc, voilà, ça promet en espérant que les deux vont garder leur sang-froid et qu'il n'y aura pas d'incident avant qui pourrait mettre en péril le combat. Le plus important, c'est ça. C'est ça. On va vouloir que les deux gardent leur point et leur coup pour le soir du combat. À date, ça va bien, on est jeudi. Il n'y a pas eu d'altercation. Joshua Van, Tatsuro Taira, championnat des poids mouches. Est-ce que Van a quelque chose à prouver pour toi cette fin de semaine? Est-ce qu'il doit gagner de façon claire, nette et précise pour prouver qu'il mérite d'être champion? Ben, je pense que oui. Je pense que ça prend une belle performance dominante ou simplement une belle performance pour montrer, parce qu'il a fait des beaux combats. Là. Il n'y a pas à rougir. Tu sais, je veux dire, il a mérité son chemin à la ceinture. Le combat de ceinture n'a pas été le combat qu'on souhaitait avoir. C'est là que c'est un peu plus controversé. Par contre, là, il a la chance de montrer qu'il a sa place comme champion. Par contre, gros test devant lui, le Taira, qui est tout un combattant, qui est très dynamique. 26 ans seulement, 18 victoires, 1 défaite. C'est un gros test. C'est un combat extrêmement relevé. Là. Moi, j'ai regardé les statistiques. Volume de coups, Joshua Van, c'est sensationnel. Premier dans l'histoire de l'UFC. Wow. Le nombre de coups totaux qui touchent la cible en moyenne, 8,84 par minute. Wow. C'est énorme. Presque 9 coups qui touchent la cible par minute. Il n'arrête pas. Mais il en encaisse beaucoup également. Donc, la clé, selon moi, ça va être de voir... Parce que à mes yeux, Taira est peut-être un peu plus complet. C'est un gars qui est capable de lutter aussi. Est-ce qu'il va vouloir amener ça dans le combat? Je pense que si Taira est capable, justement, de gérer cette tempête-là, de tempérer un petit peu ce que Van lui envoie, puis de s'imposer, parce que c'est ça, Van, il va juste pas te donner d'espace pour toi faire tes choses, il va juste avancer, et frapper sans arrêt. Si Van est bon défensivement, il est capable un petit peu de tempérer, bien bouger, puis d'essayer d'amener le combat dans des zones un peu moins confortables pour Van, il a ses chances. Mais ça va être difficile d'affronter un gars qui lance autant de coups et qui réussit à toucher la cible avec autant de régularité. Ben, je suis complètement d'accord. C'est un peu
c'est un peu un choc de style. Ce que je veux dire par là, c'est que Taira, c'est pas nécessairement un combattant qui met énormément de pression, qui lance beaucoup de volume, qui veut chercher à faire mal. C'est plus un combattant défensif qui va se déplacer, qui se fera pas toucher, qui va être très rapide, qui va vouloir couper la distance pour t'amener au sol. Mais quand même très dangereux debout. C'est là que ça va être important de voir est-ce que Joshua va vraiment courir après Taira. Est-ce qu'il va être capable de le toucher ou est-ce que la défensive puis le jeu de pied de Taira va faire le travail pour éventuellement peut-être couper la distance puis amener Van au sol? Autre combat intéressant, Volkov contre Waldo Cortés Acosta. Ça, c'est 2 gars dans le top 5 chez les lourds. Juste un mot là-dessus parce que le temps file. Très difficile pour Costa. Quand même un gros test. Le Volkov, on le sait, là, très solide en kickboxing. 51e combat professionnel pour Alexander Volkov, qui est toujours classé 2e et qui, lui, veut absolument aller en combat de championnat, en fait. Là, il rajeunit pas, il a 37. Il a jamais été en championnat à l'UFC. Dernier combat très controversé contre Cyril Gane, méritait peut-être de gagner. Au jeu de Dana White et tout, ça a été 5 rounds très difficile, donc possiblement veut avoir une chance au titre. Il n'y a pas le choix de gagner en fin de semaine s'il veut un jour se rendre au titre. Sean Brady contre Joaquin Buckley, les deux veulent rester dans la conversation, protéger leur position. Combat très relevé aussi chez les mi-moyens. Il faut parler d'Ateba Gauthier, parce que je lui ai parlé cette semaine. J'ai sorti quelques extraits. D'abord, un phénomène physique. Incroyable. On parlait de diamant brut avec Antoine Chaput. Ateba Gauthier, 24 ans aussi, même âge qu'Antoine. Lui, il était à l'UFC déjà. 4-0, 3 KO. Je veux dire, on voit qu'il a les qualités athlétiques, la force, la puissance. Puis là, après ça, il faut juste peaufiner le jeu. Là. C'est un phénomène. On l'a beaucoup comparé à Ngannou dans les débuts. C'est un combattant qui vient du Cameroun. Je lisais ce matin, puis je trouvais ça très drôle parce qu'on lui parle souvent de son physique, parce que c'est un combattant qui est fort physiquement, si tu le regardes, c'est un monsieur, il semble être monsieur sculpté, là, c'est ça exactement. Et il dit toujours que ça vient de la génétique de sa maman et de sa grand-mère, qui étaient des grandes femmes assez grandes et costaudes, puis il dit que ça vient de sa génétique camerounienne, donc il y a beaucoup de respect pour sa maman puis sa grand-maman. Je trouve ça très, très cute, très beau de voir ça, mais écoute, ça c'est... S'il est pris en de bonnes mains et qu'on continue d'y faire attention, c'est un futur champion. Je l'ai questionné à Ateba Gauthier, qui parle français par ailleurs, là, il vient du Cameroun, sur le fait qu'à son dernier combat, ça a duré 3 rounds. Donc, première fois qu'il n'avait pas réussi à aller chercher un KO à l'UFC. Il affronte Ozzy Diaz cette fin de semaine, ce samedi, un gars qui a 3 défaites en carrière, les 3 par KO. Donc, je lui pose la question, est-ce que c'est un bon adversaire pour retrouver le chemin du KO, selon toi? On l'écoute. C'est pas quelque chose que veut dire retrouver, c'est là, c'est installé, ça coule dans les veines. Chez nous, au Cameroun, on dit que c'est dans le sang. Maintenant, ils ont tous vu, il faut courir, mais maintenant, ils savent comment les épuiser. Tu vas courir, mais tu peux pas fuir. Si je dois répondre à ta question, oui. Oui, je vais gagner le combat et oui, je vais le finir. Donc, vous l'entendez, j'ai pas besoin de retrouver le chemin du chaos. Je l'ai jamais perdu. Là, il dit, il avait ébranlé Poulaev, son dernier adversaire, qui a réussi à survivre, à éviter les grosses frappes. Donc, comme il dit, là, il a donné peut-être une porte de sortie à des combattants. Il va falloir bouger beaucoup. Mais là, il dit, moi, j'ai fait mes devoirs aussi, couper mieux les angles, avoir une meilleure intelligence dans le combat. Donc, beaucoup d'expérience pour lui, faire 15 minutes finalement dans l'octogone la dernière fois. Là. Mais c'est très enrichissant pour lui de faire un 15 minutes, justement, spécialement parce qu'il est habitué de terminer ses combats au premier round. Donc oui, il est très dynamique, très spectaculaire, mais ça lui amène pas nécessairement la maturité, la sagesse, le calme, la technique, toute l'expérience. Ça vient dans la cage avec le temps que tu passes dedans. Donc, j'ai très hâte de le voir contre Diaz en fait. Et on a bien rigolé avec Ateba Gauthier quand je lui ai parlé, c'était mercredi. En fait, je lui ai dit, avec ton physique, tes qualités athlétiques, tu aurais pu faire n'importe quoi, là, c'est sûr. Pourquoi avoir choisi les arts martiaux mixtes? On écoute sa réponse. Je faisais beaucoup de bagarres de rue. Ça, d'abord, ce qui a commencé. Et ça, j'ai beaucoup fait. Et aussi, j'ai essayé le football. J'étais nul à chier. C'était le basketball. Ouais. C'est le basketball. Il y avait trop de règles pour moi. J'ai essayé le handball. Le handball, c'est le sport familial, en fait. Mais curieusement, je suis pas né avec ce talent. Tout le monde chez nous, ils ont le talent, ils savent jouer au handball. Moi, mon frère, il a joué à l'équipe nationale. Plusieurs de mes frères ont joué au handball, mais j'ai essayé une séance, j'ai dit, ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'étais nul à chier. C'est très bon, ça. Trop de règles au basketball. Lui, c'est comme, je
te frappe. Hey, c'est juste... Très spontané, j'aime ça. Ouais, ça prend un peu de temps avant de le déjeuner, mais tout ça, mais je pense qu'on va trouver un personnage très attachant avec Ateba Gauthier. Exactement, donc à surveiller. Finale, les combats préliminaires aussi. Donc souvent, c'est un placement important sur la carte parce qu'on veut finir la carte préliminaire avec un bon spectacle pour donner aux gens le goût de continuer, d'acheter le gala télé à la carte par la suite. Donc, on le construit bien, je trouve aussi. On lui donne pas trop des gros adversaires tout de suite. On le sait qu'il y a des croûtes à manger encore, qui a encore place à amélioration dans son cas, mais on voit, je pense que l'UFC veut y faire attention, un bon futur pour Ateba Gauthier. Moi, je vais avoir aussi mes yeux sur Joël Alvarez contre Yaroslav Amosov. J'aime beaucoup Amosov, ancien champion de Bellator. Alvarez a réussi ses débuts à 170 livres, un ancien 155 livres, mais je pense que la bouchée va être grosse contre l'Ukrainien Amosov. Beaucoup d'expérience. Bon partout, là, au sol, debout, ça, tellement complet. Là. On a 30 combats professionnels de la part d'Amosov, 29 victoires, 1 défaite, là, comme tu l'as mentionné, champion Bellator. Puis ça n'a pas été compliqué, on tenait le Magny à ses débuts à l'UFC. Non, puis il nous a sorti une soumission spectaculaire, pas une soumission, c'était un anaconda choke qu'on appelle, mais il l'a fait d'une certaine façon qu'on n'avait pas vraiment vu souvent, donc un combattant très, très spectaculaire. Voilà donc les combats principaux de cette carte. 19h, je le répète, sur TVA Sport 2, 21h à la télé à la carte sur Indigo pour la carte principale. 2 combats de championnat. Vous serez en compagnie de Jean-Paul Chartrand Jr., Valérie Letourneau et mon ami Johan Lennes également qui sera à l'analyse. On termine l'émission avec les actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Bonne nouvelle pour Tom Aspinall. Il est allé voir le médecin, passer différents tests et bientôt il aura le feu vert, c'est ce qu'il a dit dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, pour recommencer les contacts, donc recommencer à s'entraîner en sparring, en lutte également. On se rappelle, c'est depuis le mois d'octobre là, que ça dure, ses problèmes aux yeux, il est passé sous le bistouri. Donc, pas près d'un retour, on n'a pas de date encore, mais au moins on va pouvoir passer à l'étape suivante là, il est dans le gym, là, mais s'entraîner avec contact. Et je pense qu'il peut se permettre de prendre son temps parce que là, on fait le championnat intérimaire au mois de juin à la Maison-Blanche, Pereira contre Gann. Et en tant que champion est contesté, Aspinall va affronter le gagnant. Donc, ça lui donne encore un autre 5-6 mois peut-être. Là. Donc, n'a pas besoin à ce stade-ci d'accélérer la cadence là, pour revenir à son rythme, en fait. Là. Exactement. Puis je pense que c'est le meilleur des scénarios pour lui là, parce que il y a eu tellement de discours puis de scénarios autour de ça. Tu sais, je veux dire, sa blessure, ça l'a amené beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de critiques à son endroit. Beaucoup de critiques. Puis là, on le sait, il s'est trouvé un nouvel agent. Donc là, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun. Je souhaite revoir Aspinall bientôt avec l'organisation de l'UFC. C'est certain qu'on veut voir une revanche contre Gane. Le combat semblait être vraiment parti de façon intéressante. Donc, on trouve ça plate que ça allait être terminé comme ça. Suite logique, oui, un combat entre Aspinall et le gagnant de Pereira et Gane. Exactement. Max Holloway a commenté pour la première fois les rumeurs d'un combat potentiel contre Conor McGregor. On le sait qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que ces deux-là vont s'affronter pour une deuxième fois à l'UFC International Fight Week, donc l'UFC 329 en juillet. Ce qu'il a dit, Holloway, c'est « J'aimerais ça, en découdre encore une fois avec Conor McGregor, venger la défaite qu'il a subie en 2013, quand même, ça date. Pas de contrat encore d'envoyer, donc je veux dire, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce qu'on est encore au stade de rumeur? Parce que là, si on est au mois de mai, si on n'a pas encore vraiment si on n'a pas encore parlé au clan Holloway d'un plan de match et pas entamé des négociations, je ne sais pas s'il faut prendre ça avec positivisme ou non. De toute façon, je pense que tu me l'avais dit l'autre fois, mais est-ce que l'UFC a vraiment besoin de Conor McGregor à ce stade-ci? Il y a un Conor McGregor contre Holloway pour ce gala-là, UFC 329. Je suis pas convaincu de ça, honnêtement. Là, je veux dire... puis avec McGregor, malheureusement, c'est souvent... Beaucoup de boucanes, pas beaucoup de... C'est beaucoup de boucanes, puis on sait jamais, il n'y a rien de concret. Là. Exactement. Pimblett contre Benoît Saint-Denis, cependant, si on en parlait... Très intéressant. C'était conditionnel la semaine passée, quand on en parlait, là, ça a été confirmé. Oui. Et ça, j'achète. Là. Ah oui? J'achète ce combat-là, 100%. C'est des feux d'artifice, ça, des deux côtés. Là. J'espère simplement que du côté de Benoît Saint-Denis, on le sait, slow starter, il commence tranquillement ses combats contre un Paddy Pimblett très dynamique. On peut pas faire ça. Donc voilà, France contre Angleterre en plus, toujours bon.
Ilya Topuria veut Islam Makhachev, voilà, d'ici la fin de l'année. Donc lui, il passe au travers de Justin Gaethje. C'est comme s'il n'y avait même pas de combat là, prévu au mois de juin. Je ne sais pas s'il sous-estime peut-être. Mais... Qui commence par faire un retour, là. Tu sais, Ilya Topuria qui commence par revenir, tu sais, défendre sa ceinture, puis par la suite, Il veut parce que s'il passe à 170 livres après contre Makhachev, potentiel 3 catégories, mais il va être un petit 170 livres. Là. On n'en est pas là. Aaron Pico va lutter à RAF et Gilbert Burns, qui a pris sa retraite de l'UFC, lui va faire du Jiu-Jitsu brésilien à UFC BJJ. Comme Michael Chiesa aussi. Je ne sais pas si ça va être à UFC BJJ, mais j'ai croisé Michael Chiesa à Winnipeg et puis il m'a dit qu'il voulait continuer à compétitionner comme ça. Tu sais, puis je pense que c'est bon parce que ces gars-là, tu sais, disons Gilbert Burns, qui est un champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Ouais. C'est un gros nom. Ouais. On essaie de bâtir cette marque-là, UFC BJJ. Avoir un gars comme ça qui a le pedigree, le CV d'un gros combattant de Jiu-Jitsu. Puis c'est pas très dangereux. C'est beaucoup moins de risques, le Jiu-Jitsu. Que je suis complètement d'accord. C'est tellement difficile pour les athlètes professionnels, les combattants qui ont investi toute leur vie dans des camps d'entraînement, dans une routine, dans un mode de vie, dans une structure, un code, une ligne directive. Puis que là, tu prends ta retraite. C'est terminé. T'arrêtes d'aller au gym, t'arrêtes de te battre, t'arrêtes de t'entraîner, tu fais quoi? Faut que tu recommences à travailler. T'as plein de questionnements. Beaucoup trop de temps libre. je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des avenues comme ça, exact. Des compétitions de lutte, des compétitions de jiu-jitsu, tu sais. Fait que je trouve que c'est une belle façon de prendre une retraite. C'est plus adoucissant. Ouais, non, exact. Puis du côté de Pico à RAF, là, c'est vraiment le fun de voir que l'UFC les laisse compétitionner en lutte comme ça. Oui. Puis c'est des gros noms, puis ça donne des méchants bons shows également. C'est plate qu'on ne puisse pas le voir ici encore. Il faut se contenter de regarder ça un petit peu sur YouTube après coup. Là. Mais peut-être qu'un jour, on va être capable d'avoir une plateforme qui va nous présenter en direct les événements parce qu'il y a bien des vedettes de l'UFC qui sont là. Puis Pico, qui a été un très, très bon lutteur là aussi. Là, lui... Ouais. Est passé à ça d'aller je vais le dire, là, je vais vous le montrer, à ça d'aller aux Olympiques, qui était le dernier remplaçant, là, si quelqu'un se blessait, c'était lui qu'on prenait sur l'équipe des Olympiques. Donc, hâte de voir. Il nous a offert une très grosse performance à son dernier combat contre Pitbull, là, une clinique. Là, exact. Et on délaisse l'UFC un petit peu pour de la dernière nouvelle, mais c'est à la PFL. C'est un gros combat qui a été officialisé. Johnny Eblen contre Costello Vanstenis, championnat des poids moyens, le 18 juillet à Austin. Ça a été officialisé. C'est deux des meilleurs poids moyens au monde. Clairement, les deux meilleurs de l'organisation aussi. Eblen, l'ancien champion, l'américain. Vanstenis, qui est un Espagnol qui habite aux Pays-Bas maintenant. Tu te rappelles, Julien Leblanc était venu. Oui. C'est un gars qui s'entraîne à Kill Clip. Toi, tu l'as déjà vu? Exactement, oui. C'est Julien Leblanc nous a dit qu'il était partenaire d'entraînement de Costello Vanstenis. Il devait l'aider pour son dernier combat. Finalement, il revenait à la dernière minute. Mais bref, méga combat. La dernière fois, Eblen avait pas mal dominé le combat. Ouais. Au 5e round, Vanstenis a réussi une soumission spectaculaire pour gagner ça à la toute dernière seconde. Depuis ce temps-là, il a défendu une fois, je pense, ou deux, Vanstenis. Et Eblen, lui, est revenu. Je sais pas si tu as vu les faits saillants de son dernier combat contre Brian Battle. Brian Battle, exactement. Il a fait une bouchée de Brian Battle. Il l'a brassé comme une petite poupée. Hein? Ouais, c'est là qu'on voit que... Puis Battle, il est bon. Tu sais, on le voyait comme un gros espoir à l'UFC. Il avait gagné top. À 170 livres. Ah, OK. Oui. Okay, là, il est à 185 contre un Elben qui est 185, mais un très gros 185. Là, donc, on a vu la différence. Là. Et c'est un partenaire d'entraînement de Sean Strickland, Johnny Eblen. Bref. Puis là, je voyais il y a eu des entrevues. Les deux s'envoient promener le qui mieux. Peut-être pas autant que Chimaev Strickland, mais ça va être bon. La promotion est bien lancée. Je pense que c'est bon. PFL, là, bâti sur ces deux gars-là, ces deux grosses vedettes, les meilleurs contre les meilleurs. Ça va être un gros combat, le PFL, le 18 juillet prochain à Austin, au Texas. Ça fait le tour? T'avais vu d'autres choses? Ça fait le tour. C'est très, très belle émission, comme d'habitude. Bonne fin de préparation pour ton show de samedi. On sera à l'écoute, bien sûr. Merci à Antoine Chaput qui était là. Je vous rappelle, Samouraï MMA, chapitre 19. C'est le 29 mai au Casino de Montréal. Merci à Phil en régie. Merci à toute l'équipe de Cube. Le SOS Podcast, bien sûr, présentation de Cube. Disponible aussi sur les plateformes de TVA Sport. Je m'appelle Ben Baudouin et je vous dis à la semaine prochaine. SOS Podcast!